Dans le rapport d'exécution budgétaire du premier trimestre 2024 du ministère des Finances et du Budget, les recettes fiscales constituent 89% des recettes totales, ce qui veut dire que l'essentiel des ressources du Sénégal vient des recettes fiscales. La plus grosse partie aujourd'hui des recettes, qui sont des recettes fiscales, c'est dans l'ordre normal d'une société. Parce que d'une manière générale, quand on regarde dans le cadre des pays, en tout cas qui sont des pays de référence, donc des pays développés, la plupart du temps, les recettes fiscales sont les plus importantes. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'économie fonctionne et que l'État arrive à récupérer le maximum de taxes. Les recettes non fiscales, les dons budgétaires et les dons en capital ne constituent qu'une infime partie des recettes totales du budget. Une situation budgétaire qui reflète une économie basée sur les prélèvements obligatoires. Donc c'est évident en regardant peut-être la structure de notre économie. Nous sommes une économie où une bonne partie des ressources est tirée des activités. Or, ces activités génèrent ce qu'on appelle de la fiscalité. Donc, la principale source de financement de nos dépenses représente les ressources fiscales. Et là, il faut le voir, c'est des ressources fiscales à hauteur souvent de 62%, voire 70%. Donc, nous sommes une économie qui, donc l'activité économique, forcément, va générer des recettes fiscales. Ces recettes fiscales proviennent principalement de plusieurs sources, des impôts directs comme les impôts sur le revenu ou impôts sur les bénéfices des sociétés et les impôts indirects comme les impôts et taxes intérieures sur les biens et services, les droits d'enregistrement et taxes assimilées et des taxes non moins importantes, les TVA. Il ne faut pas que l'on regarde un peu tout simplement le fait que ce sont les entreprises qui supportent la plupart des impôts. Et ensuite, la taxe sur la consommation, elle est assez importante. Quand on parle de taxe sur la consommation, souvent il s'agit de la taxe sur la valeur ajoutée, qui est une taxe à paiement successif. Ça veut dire tout simplement qu'il y a quelque chose qui se passe. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est l'impôt sur le revenu des personnes physiques qui a baissé? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est l'impôt sur les sociétés qui a baissé? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est la taxe sur la consommation qui n'a pas pu suivre le rythme normal des choses? Les recettes fiscales occupent certes la plus grosse part dans les recettes totales, mais la situation économique du Sénégal révèle un taux d'exécution de 17% des recettes fiscales. En termes de recettes fiscales, je crois que si je ne m'abuse pas, on est à peu près à 803 milliards de recettes fiscales englobées sur les prévisions qui ont été, ce qui représente, je crois, 17% des prévisions en termes de recettes. Bon, ça veut dire que tout simplement aussi qu'on n'a pas pu mobiliser toutes les prévisions qui ont été faites. Parce que le budget aussi, il faut que les gens comprennent un peu le fonctionnement du budget et qu'ils comprennent que c'est des prévisions uniquement qui sont faites, tenant compte d'un certain nombre d'aspects, par exemple en tenant compte des recettes de l'année N-1 et qui permettent de se projeter sur l'année N et peut-être sur l'année N plus 1. Bon, ça veut dire tout simplement qu'il y a quelque chose qui se passe. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est l'impôt sur le revenu des personnes physiques qui a baissé? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est l'impôt sur les sociétés qui a baissé? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est la taxe sur la consommation qui n'a pas pu suivre le rythme normal des choses? Pourquoi le Sénégal en est à cette situation? Des raisons microéconomiques ou macroéconomiques l'expliquent. Si c'est la taxe sur la consommation qui a baissé et qui fait que les recettes fiscales prévues n'ont pas été encaissées, ça veut dire tout simplement que la consommation, elle est découragée. Pourquoi la consommation, elle est découragée? Parce que peut-être les ménages ont réduit leur capacité à consommer. Parce que peut-être que les revenus au niveau des ménages ont baissé. Cette baisse des revenus au niveau des ménages peut s'expliquer aussi par autre chose, la perte d'emploi, par exemple. Parce que quand on perd un emploi, ça veut dire qu'on perd un revenu. Et quand on perd ce revenu-là, ça se répercute sur la consommation parce que cette personne qui hier consommait, aujourd'hui ne consomme plus. Donc ne paye plus de taxes sur la consommation, ce qui peut avoir des répercussions sur cette taxation-là. Ensuite, combien d'entreprises on met la clé sous le paillasson, si c'est l'impôt sur les revenus qui a baissé? Si les entreprises ont fait faillite et ont fermé, ça veut dire que non seulement il y a perte d'impôt sur le revenu, mais aussi en matière de revenus IRPP, mais aussi il y a perte en matière de revenus sur les sociétés. Le secteur quaternaire, à lui seul, génère 44% des recettes et le tertiaire à hauteur de 25%. Une situation qui montre que la charge fiscale est supportée par une minorité d'entreprises. Maintenant, il ne faut pas oublier que nous sommes dans des économies à dominante informelle. Et que là-dessus, le fait d'avoir une augmentation des recettes fiscales
peut être synonyme d'une augmentation de la pression fiscale qui pèse sur les entreprises. La charge fiscale est portée par une minorité d'entreprises, au détriment ou bien au profit des autres qui ne payent pas. Donc je pense qu'il faut aller quand même dénicher ces gens-là. Et ça peut être néfaste dans un contexte bien déterminé, à savoir si aujourd'hui on a une économie qui est supportée, en tout cas fiscalement, par quelques petites entreprises. Ça veut dire que nous ne mettons pas en avant les éléments nous permettant de nous développer. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, de façon incontestable, nous sommes d'accord sur le fait que la pression fiscale, elle est extrêmement importante concernant les entreprises. Or, nous avons besoin d'entreprises capables de faire face à la concurrence internationale, des entreprises capables d'être compétitives pour nous permettre, nous, de gagner des marchés sur le plan international. Et donc, faire supporter une trop forte pression fiscale sur ces entreprises, c'est dès le départ les handicaper. Et les handicapés, ça veut dire que dès le départ, nous sommes en train d'hypothéquer l'économie sénégalaise parce qu'une économie, qu'on le veuille ou non, ne peut marcher que si les entreprises marchent. Cette pression fiscale, où s'appuie l'État pour faire décoller son économie, peut aussi créer d'autres problèmes, car trop d'impôts peut tuer l'impôt. J'ai entendu certains inspecteurs des impôts même dire qu'il faut qu'on atteigne le taux de 23% qui permet un peu à une économie de décoller. Mais ne perdons pas de vue ces aspects-là. Parce que ceci peut expliquer cela. Parce que s'il y a une baisse des recettes, c'est parce que tout simplement, peut-être que l'administration dans la captation des recettes n'a pas pu travailler convenablement pour aller capter ces recettes-là. Mais pour moi, cela a été prévisible. Parce que si on se réfère au budget du Sénégal de N+1, dans l'exposé des motifs, il était clairement indiqué qu'il fallait mettre la pression sur les entreprises au Sénégal, par des modalités de vérification de comptabilité, par des modalités de contrôle sur pièces, pour pressurer les entreprises. Et je crois que dans une télévision de la place, j'avais dit en ce moment-là que la vache ne peut donner que le lait qu'elle a. À force de la pressurer, elle finira par donner du sang. Et peut-être que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on note cette baisse des impôts. En effet, plusieurs entreprises, dont celles évoluant dans le secteur de la presse, subissent cette pression fiscale qui a commencé depuis quelques années entre redressements fiscaux et amendes fiscales, une situation qui pousse certains organes de presse à déposer les clés, à l'image du journal Sunu Lamb, qui, l'une des causes de sa faillite est aussi fiscale, d'où le communiqué de la CAP. Les conséquences sont encore réelles. Les pertes d'emplois dénoncées par la Confédération des syndicats autonomes du Sénégal. Il y a beaucoup d'entreprises ou de chefs d'entreprise qui attaquent le monde, les travailleurs. Beaucoup d'entreprises dans le cadre du BTP prétextant une pression fiscale pour fermer boutique, en tout cas pour geler les salaires des travailleurs. C'est une situation déplorable parce que nous pensons qu'au-delà de la préservation des acquis des travailleurs, nous devons lutter pour la préservation de l'emploi. Ces impôts répartis entre le secteur quaternaire, tertiaire, secondaire et le secteur primaire qui génèrent la plus petite contribution avec 7%. Ce pêcheur de Kayar, qui est dans le cercle du secteur primaire, estime que les pêcheurs, bien que dans l'informel, payent leurs taxes à travers l'achat de licences. Au Sénégal, on achète peut-être ce qu'on achète, on nous dit d'acheter des licences, mais aussi on paye 50 000 par pirogue. Et on sait qu'à partir de ces cotes, l'État peut faire en sorte que les pêcheurs peuvent contribuer sans le savoir. On sait que les pêcheurs payent des taxes. Parce que pour acheter d'abord un moteur, on nous vend des moteurs à plus de 3 millions, 2 millions, ce qui veut dire que le contribuable pêcheur va payer. En dehors de ça aussi, on achète ce que l'on appelle les immatriculations de pêche. On les paye à 50 000 à hauteur de pirogues. Il y a des pirogues qui payent jusqu'à hauteur de 150 000. En termes de taxes? En termes de taxes, ce n'est pas direct. Parce qu'au Sénégal, comme on le dit, tout ce que l'État utilise, il le fait sous des cotes. Peut-être nous qui ne maîtrisons pas, ou les pêcheurs qui ne maîtrisent pas réellement ce qui se passe, ne peuvent pas dire. Et pourtant, cet achat de licence n'est qu'une contribution. Les pêcheurs sont détaxés dans le cadre de leurs activités.
a confié Mamadou Diop Thioune, un des acteurs de la pêche. Selon le rapport d'exécution du budget du premier trimestre 2024 du ministère du Budget, comparé à la même période de l'année 2023, le recouvrement des ressources internes est en hausse de 17,10 milliards, une augmentation expliquée par le niveau de recouvrement des recettes fiscales de plus de 28,28 milliards de francs CFA. Pour certains économistes, c'est une pression fiscale exercée sur des entreprises qui s'y portent mal et finissent par céder, ce qui provoque la perte de revenus. Le fait d'avoir une augmentation des recettes fiscales peut être synonyme d'une augmentation de la pression fiscale qui pèse sur les entreprises. Et ça peut être néfaste dans un contexte bien déterminé et donc faire supporter une trop forte pression fiscale sur ces entreprises, c'est dès le départ les handicaper. Et les handicapés, ça veut dire que dès le départ, nous sommes en train d'hypothéquer l'économie sénégalaise parce qu'une économie, qu'on le veuille ou non, ne peut marcher que si les entreprises marchent. Or, aujourd'hui, le discours que j'entends d'une manière générale, c'est un discours qui met en avant l'idée qu'il faut payer des taxes. Il faut payer des taxes, il faut payer des taxes. Et je pense qu'il faut aller un peu dans un discours à contre-courant visant à dire le but du jeu, c'est de permettre aux entreprises sénégalaises d'être suffisamment rentables et donc de les alléger le plus possible et non pas de les charger fiscalement parlant. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, je suis beaucoup plus pour un État gendarme et pas pour un État-providence. Un État gendarme qui est là pour avoir une intervention la plus faible possible au niveau de l'économie et permettre au secteur privé de pouvoir se développer. Alors, l'élargissement de l'assiette fiscale serait la bonne posture à adopter par le Sénégal? On a toujours une possibilité d'élargir l'assiette fiscale, n'est-ce pas? Et quand même d'alourdir un peu la charge fiscale. Donc il y a aussi une marge de manœuvre à pomper encore ces recettes fiscales, notamment l'élargissement de l'assiette fiscale. Peut-être avec des outils de collecte, si on met la digitalisation au niveau maintenant de la collecte, on aura plus de recettes fiscales. Mais aussi si on arrive quand même à diminuer. Et voilà, donc le secteur informel, c'est son caractère qui fait qu'il est difficile de collecter, n'est-ce pas? Mais si on arrive quand même vraiment à dénicher ces niches de recettes, donc je pense que non seulement ça va être peut-être une bonne chose pour l'augmentation des recettes, mais aussi ça va être une bonne chose pour alourdir un peu l'endettement qui est en train quand même de connaître un rythme croissant. Pour équilibrer l'assiette fiscale, certains recommandent la suppression des exonérations fiscales. La collecte, on aura plus de recettes fiscales, mais aussi si on arrive quand même à diminuer, et récemment j'ai vu peut-être un document circuler, c'est d'ailleurs la volonté des autorités de diminuer les exonérations, parce que quoi qu'on dise, l'augmentation de ces exonérations diminue les recettes fiscales qui en grande partie financent les dépenses de fonctionnement. Donc je me dis que toujours il y a une marge de manœuvre quand même pour pomper encore ces recettes fiscales. Le juriste fiscaliste et maire de Fass Gueule Tapée Colobane émet des réserves sur cette idée de suppression des exonérations fiscales. Certains qui te diront que c'est les exonérations. Mais est-ce qu'on a étudié les exonérations au Sénégal? Il y a 6 cédules d'exonération, 6 familles. Il y a les exonérations d'ordre social. Est-ce qu'on connaît le quantum des exonérations d'ordre social sur les dépenses fiscales au Sénégal? Est-ce que les gens ont cherché à comprendre? Moi, je sais que j'avais fait une étude sur ça en 2015, mais les exonérations sociales constituaient 47% des exonérations au Sénégal. 47% de taux d'exonération sociale, ça veut dire l'eau, l'électricité, les denrées de première nécessité, etc., etc. Quel est le gouvernement qui peut revenir sur ça? Les ONG, c'est normal. Pensez-vous que le MCA va venir ici au Sénégal et sur ces fonds-là payer de l'impôt? C'est la contrepartie sénégalaise dans le financement de l'MCA. Vous pensez que le PNUD va venir ici aider les Sénégalais, construire des hôpitaux, construire des écoles et payer de la fiscalité? Non, c'est la contrepartie sénégalaise. Il faut qu'on arrête un peu sur cette histoire. On en fait beaucoup de bruit pour justifier certaines choses qui ne se justifient même pas. Parce qu'il faudrait que le Sénégal puisse avoir une contrepartie dans le financement là. Et souvent, le Sénégal abandonne ses recettes pour aller dans le cadre de ce qui constituera sa contrepartie. Le Sénégal repose depuis des années son économie sur la fiscalité, alors qu'un pays ne peut pas se baser sur la fiscalité pour se développer. Non, parce que
vous savez, il faut que nous revenions à des fondamentaux. La fiscalité est un instrument de politique économique. Ce n'est pas la fiscalité qui développe un pays. Comme la monnaie est un instrument de politique économique, comme le crédit est un instrument de politique économique, comme le taux d'intérêt est un instrument de politique économique. Avec l'exploitation du pétrole, l'assiette fiscale peut connaître un boom si l'on s'en tient à la déclaration du directeur de Petrosen qui annonce un redressement fiscal des entreprises pétrolières et gazières. Le fiscal, c'est normal parce que il y a eu des transmissions de parts d'intérêt. Donc des compagnies à qui on avait donné des licences les ont vendues. Ils les ont vendues contre de l'argent. Okay? Cet argent-là n'a fait ni l'objet d'imposition, ni de droit d'enregistrement, etc., etc. Donc ces redressements fiscaux sont dans cet ordre-là. On ne peut pas, par exemple, aujourd'hui, un Sénégalais qui vend sa maison, qui vend sa voiture, qui vend un bien immobilier ou mobilier, va payer un droit d'enregistrement. Comment se fait-il que maintenant des compagnies qui bénéficient de nos ressources naturelles et qui les transfèrent, qui les vendent contre du cash, ne paient pas ces droits d'enregistrement? Ça, c'est pas normal. Le budget du Sénégal pourra encore compter sur les recettes fiscales pétrolières et gazières, mais également sur des recettes non fiscales, si et seulement si le Sénégal prenait l'option de l'industrialisation. Parce qu'effectivement, au niveau du Sénégal, d'une manière générale, on a 3 types de contrats. Les contrats pétroliers, nous sommes sur un contrat de recherche et dans ce type de contrat, le Sénégal n'a pas investi un centime. Le Sénégal n'a pas investi un centime et Petrosen détient 18% et Woodside détient en fait le reste. Et là-dessus, ça nous a pas coûté, ça n'a pas coûté de l'argent au Sénégal. Et pourtant, dans le partage des profits, si on compte la part qui revient à Petrosen et la part qui revient à l'État, plus les taxes, le Sénégal va être majoritaire. Le Sénégal va avoir quelque chose comme plus de 50% du profit que dégage Sangomar. Souvent, les recettes de privatisation des biens de l'État ou bien autres choses. Les dons, ce sont des éléments qui viennent de façon aléatoire, n'est-ce pas? Cette année, si tu peux avoir des dons et d'autres que tu ne peux pas avoir. Donc les dons, on ne peut pas les budgéter. Mais l'État peut uniquement compter sur ses recettes fiscales, n'est-ce pas? En dehors de cela, il va recourir à l'endettement. Forcément, maintenant, lorsqu'il y a une crise qui secoue l'activité économique, donc là, par un effet d'éviction, forcément, il faut que les recettes fiscales diminuent. Et donc l'État aura des difficultés à financer les besoins ou bien les dépenses de fonctionnement ou bien les dépenses d'investissement. Il faut reconnaître que c'est de bonnes prévisions qui vont venir, que nos recettes fiscales vont connaître peut-être un rajout supplémentaire venant des recettes pétrolières qui vont peut-être permettre à l'État d'avoir une marge de manœuvre ou bien d'avoir une augmentation des recettes fiscales. Maintenant, je pense que pour cela, il faut attendre peut-être d'ici 2 ans ou bien d'ici une année pour voir vraiment l'impact de ces recettes pétrolières sur les recettes fiscales et comment ces recettes fiscales peut-être vont couvrir en quelque sorte les dépenses de fonctionnement ou bien les dépenses d'investissement. Alors, où vont toutes ces recettes générées par la fiscalité? Je pense que les recettes fiscales, en majorité, financent les dépenses, que ce soit les dépenses de fonctionnement et les dépenses d'investissement. Alors maintenant, ce qu'il faut remarquer par rapport à la structuration de notre économie, une bonne partie des recettes fiscales est utilisée aux dépenses de fonctionnement au détriment des dépenses d'investissement. Ce qui fait que souvent les recettes même ne suffisent pas pour financer l'ensemble de ces dépenses. Donc ce qui fait que souvent l'État est obligé d'aller s'endetter. Le civisme fiscal devrait être une réalité certes, mais les populations devront aussi sentir les impacts de leur paiement d'impôts. Salutaire. Parce que plus tu as une large assiette fiscale, plus tu peux capter beaucoup d'impositions. Parce que c'est ce qu'on appelle en quelque part les économistes parlent d'économie d'échelle. D'économie d'échelle. Parce qu'en réalité, tu peux avoir une fiscalité restreinte, ok, qui tape sur des entreprises. Parce qu'ici au Sénégal, on ne tape que ce qui déclare normalement. Hein. On ne va pas chercher l'impôt ailleurs. Alors qu'il faut aller chercher l'impôt ailleurs. En élargissant l'assiette,
en trouvant des facilités pour amener le secteur informel un peu dans le formalisme légal. Parce qu'on n'a pas de civisme fiscal. Et il faut aller vers le civisme fiscal. Mais pour cela, il faudrait aussi que les Sénégalais puissent sentir, quand toutefois qu'ils vont payer un impôt, en sortant de chez eux, en voyant des infrastructures, savoir que leur impôt est injecté dans ça. Aujourd'hui, les défis auxquels le système de recettes fiscales fait face sont multiples. Le pays fait des efforts en matière de fiscalité. Mais néanmoins, il faut reconnaître qu'il y a quand même, des problèmes qui restent, hein, des choses qui restent. Notamment, il faut élargir l'assiette fiscale parce que, comme je le disais, la charge fiscale est portée par une minorité d'entreprises au détriment ou bien au profit des autres qui ne payent pas. Donc, je pense qu'il faut aller quand même dénicher ces gens-là pour que vraiment l'impôt puisse être payé par... L'élargissement de l'assiette fiscale, on l'a tenté en 2004. Hein. Quand vous voyez la contribution globale unique, cela devait servir à cela. Cela devait servir à élargir l'assiette fiscale. Mais la réforme a été très mal appliquée. Donc il faudrait évaluer cette réforme-là, voir ce que ça a donné, et puis voir quels sont les correctifs qu'il faudrait apporter à cela, parce que le secteur informel là, mais ça ne peut pas représenter 70 à 80% du PIB au Sénégal et que ne participe pas au niveau du budget de l'État qu'à hauteur de 5%. C'est aberrant. Alors, pour relever ces défis, il faut un système fiscal équilibré qui est transparent afin d'assurer une stabilité économique qui peut prospérer pour promouvoir le bien-être social des Sénégalais.